En ce qu'en deuxième jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps, nous allons décortiquer, n'est-ce pas, un Jenkins file de manière complète, dans toutes les étapes. Par exemple, je vous montre rapidement. Ici, on va voir les tools, on va voir ce qu'on les options d'un pipeline, les triggers, les paramètres, l'environnement, les stages. À l'intérieur des stages, on va utiliser des expressions comme when, on va utiliser des expressions comme with credentials. Donc, tout ça, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, installez-vous et prenez, n'est-ce pas, des notes parce que cette vidéo est une vidéo très importante, n'est-ce pas? Et je pense que cette vidéo aussi sera l'une des meilleures vidéos, n'est-ce pas, sur l'explication d'un Jenkins file. Alors, sans toutefois tarder, débutons. Alors, je vous ai déjà parlé, n'est-ce pas, du pipeline, c'est-à-dire là, nous sommes juste en train de vouloir définir un pipeline. Et maintenant, ici, nous sommes en train de dire agent. Alors, quel est l'agent qui va se charger d'exécuter ce pipeline? Ici, on peut mettre any pour dire que, ok, n'importe quelle machine, n'importe quel agent, n'importe quel conteneur que tu trouves sur, n'est-ce pas, sur ce réseau-ci, qui est un esclave ou bien utilise-le simplement. Donc, any, ça veut dire qu'on ne précise pas. Mais tu peux aussi préciser. Tu peux avoir un agent qui a un label. Ça veut dire que si tu as une machine, n'est-ce pas, tu as une machine esclave avec un label de Linux Docker, n'est-ce pas, tu peux utiliser. Ça veut dire que tu peux mettre des labels sur tes machines et tu utilises ça, n'est-ce pas, pour faire tes runners, n'est-ce pas, pour lancer, n'est-ce pas, tes pipelines. Ou encore, tu peux définir juste une image Docker, comme ceci. Donc, ça veut dire qu'à partir de cette image-ci, ça va créer un conteneur. Donc, ça veut dire que si je suis en train de faire un pipeline pour une application Java, par exemple, ou bien pour une application Python, je peux juste utiliser une image qui correspond, n'est-ce pas, au langage de programmation utilisé pour mon application. Ou bien ici, je peux mettre non. Donc, je peux venir là, je mets non. Quand tu mets non comme ça, c'est pour dire que à l'intérieur de chaque stage, n'est-ce pas, tu vas définir un agent. À l'intérieur de chaque stage, tu vas définir un agent. Donc, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc, si tu veux que chaque étape utilise un agent spécifique, tu peux mettre non. Mais par contre, si tu veux que toutes les étapes du pipeline se passent sur une même machine ou bien sur un même conteneur, tu peux juste mettre any ou bien tu peux mettre préciser le conteneur que tu veux. D'accord? Ok, donc c'est ça pour les agents. Ensuite, les tools. Maintenant, il y a les auto-provisioning tools. Ici, par exemple, si j'ai besoin, par exemple, je dis n'importe quoi. Si j'ai besoin de Google, peut-être dans ma machine, peut-être j'ai un package qui s'appelle Google, n'est-ce pas? Et là, je mets la version peut-être Google comme ça. Je mets version Thierry ou bien version dessous, n'est-ce pas? Là, il y aura alors, ça va automatiquement se charger, n'est-ce pas, de télécharger, installer le Google sur votre machine et l'ajouter aussi directement dans les environnements globaux, n'est-ce pas? Ou bien dans le path, dépendant si tu es sur Windows ou bien si tu es sur Ubuntu. Donc ici, par exemple, ça c'est un exemple très très bien. On avait besoin peut-être de le JDK, n'est-ce pas, pour le Java Development Kit, n'est-ce pas? On avait besoin de ça. Et au mieux de peut-être l'installer ou bien de créer une étape où tu installes ce Java Development Kit. Ça, tu peux juste l'importer comme ça, comme un outil. Il y a aussi Maven que tu peux importer aussi comme un outil. Disons que sur cette même machine, là, je voulais peut-être installer le Python. Donc, j'allais juste venir faire ici Python comme ceci. Et là, je mets la version peut-être 3.12, tout simplement. Là, ça va installer Python sur ma machine et ça va aussi l'inviter, ça va aussi l'ajouter, n'est-ce pas, aux environnements globaux. De telle manière que lorsque je vais vouloir juste faire peut-être Python, je pourrais exécuter peut-être main.py sans toutefois avoir un souci avec les problèmes de que ça ne comprend pas le Python. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. C'est à ça que servent les tools, n'est-ce pas? C'est à ça que servent les tools. Maintenant, il y a les options. Les options, ça définit, n'est-ce pas, le comportement de ton pipeline. Par exemple, ici, tu peux utiliser le timeout pour dire que, OK, après 30 minutes, ça s'arrête. Donc, tu peux dire time, tu mets unit, tu mets 30. Ça veut dire 30 minutes. Il y a le timestamp. Le timestamp, ça, c'est juste pour définir, ajouter, n'est-ce pas, le temps sur les logs. Ça veut dire que ceci s'est passé à tel moment, ceci s'est passé à tel moment. Si tu ne mets pas le timestamp, tes logs vont venir sans temps, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de temps dessus, tout simplement. Donc, vous pouvez tester tout ça. Ici, là, il y a les disable concurrent build. Ça veut dire que si un build est en train d'être lancé, n'est-ce pas? Et subitement, tu lances encore un autre build. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les deux builds continuent d'avancer ensemble ou bien
le premier qui a été lancé est supprimé pour que le deuxième puisse prendre le dessus. Donc ça c'est disable concurrent build. Ça veut dire que nous sommes en train de désactiver la fonctionnalité pour faire en sorte qu'on puisse lancer deux buts à la fois. Donc c'est un peu ça. Et généralement c'est une bonne pratique, n'est-ce pas? Que lorsque tu lances un deuxième but, ce que ça supprime le premier, puisque le deuxième est plus à jour que le premier. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de continuer à but le premier. Maintenant, il y a le but discada, n'est-ce pas? Le but discada, quand vous entendez le nom but discada, c'est une manière de dire tout ce qui a été, tous les packages, ou bien le cache même qui a été généré lors du but, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Généralement, si tu ne mets pas cette option-ci, à chaque fois que tu vas but, si tu butes peut-être 300 fois en un an, tous la mémoire, ça va se charger la mémoire. Ça veut dire que tous les 300 buts, tous les locks, la mémoire cache, tous les packages qui ont été utilisés lors de ces buts-là seront stockés sur la machine. Mais par contre, lorsque tu mets le but discard assis à 10, ça veut dire que ça va te stocker les 10 derniers buts que tu as fait. Ça va te stocker les 10 derniers buts que tu as fait. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il y a le retry. Ça veut dire que bon, s'il y a, un incident et une étape échoue peut-être lors de ce pipeline-ci, on peut le réessayer juste une seule fois. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc l'objectif, n'est-ce pas, pour moi de ce cours, c'est de vous montrer à quoi est-ce que ressemble un Jenkins file professionnel. C'est-à-dire avec le plus d'options possibles pour que je puisse vous expliquer de manière prompte comment est-ce qu'on fait pour écrire des vrais Jenkins files. D'accord? Ok, donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes en train d'apprendre énormément, je vous invite à laisser un like et commenter aussi, pourquoi pas aussi partager avec des personnes qui sont intéressées par le DevOps. Pour continuer, ici, nous avons les triggers. Donc, si par exemple, tu veux lancer le but chaque jour, peut-être à 2 heures du matin, tu peux juste faire ceci, n'est-ce pas, en utilisant les cron jobs, tout simplement. Ou bien, alors, tu peux faire, n'est-ce pas, un poll, n'est-ce pas, sur le source code, n'est-ce pas. Ça veut dire que chaque 5 minutes, ça va vérifier peut-être s'il y a des nouvelles modifications sur GitHub et ça va automatiquement lancer le build, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu peux aussi utiliser les triggers, tout simplement. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les paramètres. Donc, ça, ce sont des variables, ou bien il veut dire toujours des paramètres que nous, les développeurs, nous, les DevOps, on peut configurer pour mieux, n'est-ce pas, manipuler notre pipeline. Donc, par exemple, ici, là, je peux donner un nom, n'est-ce pas, à une branche. Je vais dire ici, la default, c'est name, c'est main, n'est-ce pas, et je donne une description. Il y a un choice ici. Donc, ça veut dire que tu peux même faire un truc un peu comme les choix multiples, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que lors de l'exécution du pipeline, on va te demander de choisir. Tu veux, n'est-ce pas, choisir c'est quel environnement, c'est quel environnement que tu veux déployer. Là, tu peux choisir. Tu vas dire dev, bien tu vas dire staging, bien tu vas dire la production. Ça sera à toi de voir. Et maintenant, il y a encore une dernière option ici là, qui est un boolean. Donc, tu vas appeler ça boolean paramètre. Et le nom, c'est quoi? C'est run test, n'est-ce pas? Run test. Et là, tu as la valeur par défaut true et la description ici là pour lancer les tests, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tu as une variable. Si tu veux lancer les tests, ça dépend de toi. Ça dépend de toi si tu veux lancer les tests ou pas. Donc, ça dépend de toi carrément. Donc, ça, ce sont les paramètres. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, vous servir de ça pour customiser votre pipeline. Maintenant, il y a les variables d'environnement, n'est-ce pas? Ça veut dire que partout dans l'application, on sait qu'il y a app name et c'est égal à démo-app. Donc, ça veut dire que partout dans mon pipeline, je peux l'utiliser. N'est-ce pas? Je peux l'utiliser. Déjà, comme déjà ici, vous voyez, je suis en train d'utiliser ça. Pour mon image tag, je dis cela app 2.inf.builder, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le image tag. Donc, ça veut dire que quelque part, n'est-ce pas, dans ce pipeline-ci, on build l'image avec Docker et on la push sur Docker Hub. OK. À côté de ça aussi, il y a les secrets, n'est-ce pas? Les secrets. Donc, pour définir un secret, tu crées la variable est égale à credentials. Maintenant, tu utilises l'ID. Tu utilises l'ID du secret que tu avais créé. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, ça, c'est notre pipeline que nous avons built dans la vidéo précédente. Donc, si je viens juste sur le setting, ok, il faut que je me connecte. Ok, là, je suis dans le setting. Je viens dans Credentials ici. Ok, et je viens dans Credentials ici. Là, je suis déjà dans le Credential. Donc, ici, là, voici l'ID. Donc, ça veut dire que si je veux utiliser cette variable credential-ci dans
mon pipeline, je vais juste venir copier cette ID ici, n'est-ce pas? L'ID de ce credential ici, revenir là et le mettre ici. Donc à hopcret. Ou bien je peux le coller là pour dire mygip pass token. Donc ça veut dire que ça va utiliser ce credential ici là, n'est-ce pas? Donc j'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend et que c'est pas compliqué. Dans tous les cas, si vous avez des questions, si vous avez, n'est-ce pas, des suggestions aussi, vous pouvez juste les mettre en commentaire, n'est-ce pas? Donc ça c'est tout, n'est-ce pas, pour la configuration du pipeline. Il y a déjà le agent, où est-ce que ça va tourner, il y a les tools, qu'est-ce qu'on veut installer comme programme qui va nous aider à mieux faire notre pipeline. Il y a les options qui définissent les trucs comme le timeline, le timeout, pardon. Il y a les triggers pour savoir quand est-ce que on veut, n'est-ce pas, trigger notre pipeline. Il y a les paramètres et il y a aussi les variables d'environnement qu'on vient de voir. Maintenant, on va passer aux stages. On va passer aux stages. Les stages, c'est exactement comme je vous ai montré hier. Donc là, ici, on a le stage, checkout. Ensuite, on a, dans chaque stage, il y a les étapes. Vous voyez, dans chaque stage, il y a les étapes. Donc, dans ce stage-ci, ça, c'est un stage basique, n'est-ce pas? Ça a juste les étapes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire echo on branch. Donc là, ça t'affiche la branche. Ça veut dire que c'est en train de but sur la branche. Par exemple, le app name ici, c'est quoi? Le app name, c'est demo app. Donc ici, c'est. Donc tu vas dire ça comme building app demo app on branch. Et maintenant, le branch name ici, c'est main, n'est-ce pas? On a vu ça ici. Le branch main, le branch ici, c'est main. Alors, et c'est tout. Là, tu fais juste, n'est-ce pas, un clone du projet à l'intérieur de la machine que tu viens de créer en utilisant l'agent. Ça, c'était pour le premier stage. Le deuxième stage ici, c'est pour le build. Maintenant, ici, il y a un environment. Si vous avez remarqué, le environment ici, c'est exactement comme le environment ici. Mais la différence entre les deux environments, c'est quoi? Le premier environment, lui, il va s'appliquer sur tout le pipeline. Donc, tout le pipeline est au courant qu'il y a une variable environment qui s'appelle le app name, par exemple. Mais ici, à l'intérieur du build, ce environment-ci, la variable définie ici est propre juste à cette étape-ci. Donc, ça veut dire que les autres étapes, les autres stages ne sont pas au courant d'une variable Maven, Maven option, tu vois. Donc, c'est juste ça. Donc, la variable qui est définie à l'intérieur d'un stage reste valable rien que dans ce stage-là. Et elle ne s'étend pas globalement. Par contre, une variable qui est définie avant les stages, donc ici en haut, est disponible, n'est-ce pas, pour tous les stages qui vont venir plus bas. Donc ça, c'était ça. Et quand tu as fait ça, tu peux toujours, n'est-ce pas, écrire tes steps. Et là, tu vas te lancer une commande, un script pour dire Maven clean package et skip test, n'est-ce pas. Donc c'est juste pour rapidement build, n'est-ce pas, sans toutefois tester. Ensuite, comment faire pour utiliser les conditions lorsque tu travailles avec Jenkins? Rappelle-toi que tu as fait quelques paramètres ici. Tu as fait des paramètres où tu disais si et seulement si run test est égal à true, on run les tests. Mais si c'est égal à false, on ne run pas les tests. Donc il est possible que run test soit égal à false. Et là, les tests, nous ne sommes pas censés les exécuter. Et c'est ici alors que le mot-clé when entre en jeu. Tu vas dire when, tu mets les parenthèses, tu mets expression. Tu vois, je te dis ici return params.runTest est égal à true. Ça veut dire que si déjà la variable runTest ici est égale à true, donc ça veut dire que tout ça sera true, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que si l'expression si est true, donc ça veut dire que si ça là c'est vrai, on va lancer les étapes ci. Mais si c'est pas vrai, on va juste passer. Donc il faut bien comprendre. Si ça c'est vrai, on lance les étapes, mais si c'est pas vrai, on passe. Donc ça c'est un conditionnel, n'est-ce pas? Et c'est juste ça, vous voyez, c'est très simple à écrire. Expression, return, tu mets params. Donc ça, on utilise params pour accéder, n'est-ce pas, aux paramètres à l'intérieur d'un stage. Donc ça, c'est l'étape test, n'est-ce pas? Tu vas dire params.run test et si c'est true, n'est-ce pas, ça va lancer. Si c'est pas true, ça ne va pas lancer. Super. Ensuite, on va passer maintenant au mot-clé with credentials. With credentials, très très important. Ici, il est possible qu'à l'intérieur d'une étape, tu veux utiliser peut-être des credentials ou bien peut-être tu as besoin de te loguer quelque part pour effectuer une action bien précise. Ça veut dire que pour une commande, donc par exemple, voici la commande SH, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je veux echo docker pass. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais docker login et là je login avec mon user, n'est-ce pas? Ensuite, je fais le build de l'image avec le image tag et ensuite je fais le docker push.
vers le image tag où j'ai, n'est-ce pas, où j'ai créé le, en fait, en fait, avec le image tag, n'est-ce pas, si ceux qui ont eu à travailler avec le Docker push, n'est-ce pas, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, voici les étapes que j'ai envie de faire, mais si vous vous rendez compte, dans ces étapes-ci, je suis en train de vouloir faire un Docker login. Pour faire un login, j'aurais besoin des clés. Mais est-ce que je serai là alors pour taper ces clés-là? Puisque c'est un pipeline, je n'ai pas besoin d'être là pour que ça s'exécute. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser un with credentials. Ça veut dire que ça va exécuter la commande ici avec ceci, with credentials. Donc, with credentials, c'est quel type de credentials? C'est un username, password. Ok, on va essayer de créer un credential. Je vais vous montrer tout ça. Donc, voici ça. Donc, ça, c'est un username with password. Si tu connais à ton credential, tu sais que peut-être que tu avais plutôt utilisé un secret file. Donc, ça veut dire qu'à la place de username with password ici, tu vas juste descendre là en bas et tu vas juste mettre file. N'est-ce pas? Donc, ça, il y a plusieurs types de credentials, comme on peut le voir ici. Donc, ici, tu vas voir credentials, ça c'est file. Donc, quand tu mets le file ici, tu mets ton credential ID et tu mets comment est-ce que tu veux utiliser la variable ici, tout simplement. C'est la même chose pour les SSH user private key. C'est voici ça ici, SSH with private key. Donc, lorsque ta variable est définie comme ça, tu vas plutôt faire un with credentials. Tu vas dire SSH, n'est-ce pas, user private key. Ça, c'est le type de variable maintenant. Tu utilises le ID parce qu'il est possible qu'il y ait plusieurs variables avec le SSH user private key. Donc, tu précises déjà quelle variable tu veux. Maintenant, tu dis key file variable, c'est SSH key. Et maintenant, username variable, SSH user. Donc, si je viens ici, là, par exemple, je tape continuer. Vous allez voir, voici les variables là ici. Voici le ID qu'on te demande, c'est ça ici. Le credential ID, c'est ça ici que tu dois mettre là. La description, tu peux mettre le username aussi. Le username, c'est ça ici. Username variable, c'est ça ici. Et maintenant, le key file variable. Et voici ça ici. Tu peux entrer juste un phrase, n'est-ce pas? Tu peux entrer un phrase. Ou bien, tu peux ajouter, n'est-ce pas, une valeur tout simplement. Ça va dépendre de toi. Donc, c'était juste pour vous montrer toutes les étapes, en fait, tous les types de credentials qu'on peut utiliser ici. Vous voyez, il y a aussi les strings. Les strings, c'est juste pour les variables simples. Les secret text, n'est-ce pas? Donc, tu mets ton ID ici et tu mets juste le nom de la variable, comment est-ce que tu veux l'utiliser dans ton code. Donc, c'était tout, n'est-ce pas, pour les 8 credentials, n'est-ce pas? Ce code-ci est sur GitHub, n'est-ce pas? C'est sur GitHub et c'est sur mon GitHub, dont le lien, n'est-ce pas, sera en description. Si vous avez besoin de ça, n'est-ce pas, pour suivre cette vidéo, n'hésitez pas. Et encore une fois, likez, partagez, n'est-ce pas? Ça va aider, n'est-ce pas, plusieurs personnes. OK? Alors, maintenant, il y a les script blocks. Les scripts, c'est pour écrire Groovy, avec Groovy, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tu as envie de... Il est possible que tu veux faire quelque chose de précis. Quelque chose de précis. Peut-être un calcul, peut-être un for loop. Et maintenant, tu as besoin d'écrire un petit code pour ça. Alors, il y a le mot-clé script que tu peux... Donc, c'est que tu peux écrire un script en Groovy, n'est-ce pas? Sachez que le langage qu'on utilise pour écrire des pipelines en Jenkins, c'est Groovy. Donc, tu peux utiliser Groovy pour faire cela. Ce que tu as fait, c'est très simple. Tu mets la script et maintenant, tu peux définir. Voici par exemple une fonction. Tu définis une fonction def deploy n physical to params environment. Et là, tu fais tout ce que tu veux faire à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Et sachez que de la même manière qu'on écrit des scripts, tu peux faire beaucoup de choses. Je viens de le dire ici. Voici par exemple une fonction que j'ai écrite avec Groovy ici. Notify team par exemple. Tu vas dire build, peut-être c'est la centième fois que ça build 100 reach deploy stage. Donc ça veut dire que on est arrivé, n'est-ce pas, au niveau du deploy. Donc ça c'est notify team. Ça c'est une variable que je suis en train de vouloir définir. Une fonction que je vais utiliser dans une étape. Donc tu vas juste venir ici. Tu vas dire def notify team, ça prend un message et ça affiche, n'est-ce pas, ça affiche. On peut faire beaucoup de choses ici. On peut envoyer des mails, on peut envoyer des messages à Slack, on peut envoyer des messages à Discord. Peut-être selon la configuration qu'on a fait, on peut même envoyer des messages au WhatsApp. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, c'est possible, n'est-ce pas, de définir des fonctions qu'on va réutiliser hors du pipeline. Et maintenant, on va juste appeler ça à l'intérieur du pipeline, tout simplement. Donc, c'est tout à fait possible, n'est-ce pas? Donc, sachez que au niveau du script block, il y a deux choses que tu peux faire. Tu peux écrire, n'est-ce pas, des logiques
particulières par rapport à ton code, n'est-ce pas? Et aussi, tu peux rappeler maintenant des fonctions que tu as eu à définir plus bas dans ton pipeline, un peu comme on vient de faire ici. Donc, je ne vais pas tirer ça trop long. Donc, c'est aussi basique que ça. Mais je pense aussi qu'on pourrait aussi avoir une vidéo qui montre comment est-ce qu'on peut faire des pipelines en Groovy. Donc, je vous ai montré ça hier. Ça commence avec le Node, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué ça hier. C'est comme ceci. Et on va appeler ça les pipelines scriptés. Ce que nous sommes en train de faire, ce sont des pipelines déclaratifs, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça la différence entre les deux. Maintenant, il y a les parallel stages. Ça veut dire que tu peux lancer deux steps, n'est-ce pas? Deux étapes à la fois. C'est-à-dire, parallel stages. Donc, c'est une étape, mais cette étape-ci comporte deux étapes en elle-même. Vous voyez? Donc, cette étape-ci comporte deux étapes en elle-même. Donc, ici, tu as quoi? Stage. Et ici, tu ajoutes le mot-clé parallèle, tout simplement. Et maintenant, tu définis juste les étapes que tu veux. Tu veux faire, par exemple, ici, on a lint, n'est-ce pas? Echo running lint. Et on a stage pour dire security scan. Et on dit juste echo security scan, tout simplement. Et c'est aussi possible, dans une étape, il est possible que tu veuilles entrer ou bien tu veux valider quelque chose. Donc, tu peux juste mettre un input. Donc, tu vas dire when expression. Par exemple, environment. Donc, si c'est la production, tu vois, si tu es dans l'environnement de production, si tu n'es pas dans l'environnement de production, l'étape va juste passer comme s'il n'y a rien eu. Mais par contre, si tu es dans l'étape de production, ça va t'afficher le message deploy to production, tu vois. Et là, si ta réponse est OK, ça va ça va mettre deploy. Mais si c'est pas OK, ça va pas passer, ça va juste continuer. Ça va pas déployer tout simplement. Donc, ça sera à toi de approuver le déploiement. Donc, ça, c'est un peu comme un continuous deployment. Donc, ça, c'est un continuous deployment. Vous voyez? Donc, il faut une validation humaine, n'est-ce pas, pour que ça puisse continuer. Une validation manuelle, tout simplement. Et ici, ça, c'est la dernière étape, n'est-ce pas, juste pour déployer. Juste pour déployer. Et c'est ça. Et vous voyez ici, là, on utilise les image tags, n'est-ce pas? Ce sont des variables qu'on a définies juste là en haut. Et maintenant, il y a des étapes post, n'est-ce pas? Voici les étapes post. Qu'est-ce qui se passe lorsque tous les stages ou bien toutes les étapes ont été faits avec succès, n'est-ce pas? Il y a le always, ça veut dire que on monte ou on descend. À chaque fois que toutes les étapes finissent, on doit exécuter ce code. Vous voyez, on doit exécuter ce code. Là, tu vas utiliser always. Tu peux utiliser success lorsque le pipeline a réussi. Donc, lorsque le pipeline a réussi, tout ce qui sera dans success sera automatiquement exécuté. Si le pipeline échoue, tout ce qu'il y a dans failure sera automatiquement exécuté. Et maintenant, voici unstable. Lorsque le pipeline est marqué comme unstable, peut-être que les tests ont échoué, mais le but est passé. Donc, ça veut dire qu'il y a une incohérence. Tout ce qu'il y aura ici sera exécuté. Par contre, avec always, comme j'ai expliqué plus tôt, que ça passe, que ça échoue et que ce soit unstable, le always va toujours s'exécuter. D'accord? Et généralement, on va utiliser le always pour nettoyer la machine après qu'on ait fait le build. Tout simplement. Et ici, il y a la fonction réutilisable que je vous ai expliqué plus tôt. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On arrive au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez appris énormément. Donc, ça, c'est la structure complète de un fichier Jenkins. Après avoir regardé cette vidéo, en fait, après avoir pratiqué, parce que si vous êtes arrivé à ce niveau-ci, c'est que vous avez déjà regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors, après avoir pratiqué, je pense que n'importe quel fichier Jenkins écrit de manière déclarative, vous serez capable de le décortiquer et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Revenons-nous, n'est-ce pas, au 43e jour de notre formation. Ciao. Surtout, n'oubliez pas, partagez cette vidéo, laissez un like et laissez un commentaire s'il y a des incompréhensions. On se voit de l'autre côté.